et cette réflexion collective aujourd'hui autour des problématiques cruciaux, me semble-t-il, de réglementation éthique. Voilà, sans plus tarder, je pense, Badara, qu'il est temps de donner le floor au professeur Rokhaya Diène Diallo, qui vient du Sénégal et qui va nous introduire sa vision sur le concept de médecine personnalisée et son potentiel, ou le potentiel souhaité pour accroître la santé mondiale et à travers celle-ci les différentes populations d'Afrique. Je pense qu'il faudra demander à ce que chaque présentateur se présente, prendre quelques mots pour se présenter, pour se faire connaître. Voilà, à vous. Professeur Diène Diallo, à vous. Merci beaucoup, professeur Debré. Merci à Badara. Bonjour à tous les membres de ce panel. Je suis le professeur Rokhaya Diallo, je suis généticienne de formation, pur produit de l'Université Cheikh Anta Diop et du réseau des Instituts Pasteur, où j'ai fait ma formation en génétique humaine. Donc, je dirige actuellement le service de génétique humaine de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'Université Cheikh Anta Diop. C'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver ici avec vous pour parler de cette thématique d'intérêt qu'est la médecine personnalisée. Professeur, vous pouvez partager votre écran? Oui, si vous avez déjà partagé, vous pouvez annuler votre partage, s'il vous plaît. Eh bien, merci d'annuler le partage. Bonjour. D'accord, c'est bon, professeur, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. D'accord. Donc, merci beaucoup. C'est pour moi un plaisir de partager avec vous sur le concept de la médecine personnalisée et son potentiel impact sur la santé des populations. Ma présentation va s'articuler autour d'un certain nombre de points. D'abord, de savoir ce qu'est la médecine personnalisée, quels sont ses objectifs et sa stratégie de mise en œuvre, quels sont ses enjeux et ses impacts sur la prise en charge médicale des populations, quels sont les projets de médecine personnalisée qui sont en cours dans le monde et finir avec des perspectives. Nous avons retenu comme définition celle qui a été proposée par l'Union européenne, en particulier dans sa commission sur la médecine personnalisée, qui dit que cette médecine personnalisée est en fait un modèle médical qui va utiliser la caractérisation des phénotypes et des génotypes des individus. Cela veut dire caractérisation génotypique, c'est le profilage moléculaire, phénotypique, c'est l'imagerie médicale, les données sur le mode de vie, etc. Et ceci pour adopter une meilleure stratégie thérapeutique pour chaque personne et au bon moment. En plus, elle permettra également de déterminer la prédisposition à une maladie donnée, mais également de fournir une prévention opportune et ciblée. Donc, la médecine personnalisée va caractériser les individus pour pouvoir mettre en place une meilleure stratégie thérapeutique ou pour pouvoir prédire une maladie ou prévenir une maladie. On l'assimile à une médecine de précision. L'approche sera beaucoup plus précise pour que le traitement et la prévention des maladies, qui prend en compte bien sûr la variabilité individuelle, tant au niveau des gènes, au niveau de l'environnement et qu'au niveau du mode de vie. Donc, ce sera une médecine de précision. Elle est également assimilée à une médecine génomique. Comme vient de le dire le professeur Debré tout à l'heure, la génomique est au centre de cette médecine personnalisée.
les données génomiques vont être utilisées pour améliorer le cadre des soins qui vont être administrés à tel ou tel individu. Et permettra donc une prise de décision diagnostique et thérapeutique qui est beaucoup plus appropriée. Donc, de cette définition, nous retenons la caractérisation génétique, une meilleure stratégie thérapeutique, la prédisposition aux maladies et la prévention, qui sont en fait les objectifs de la médecine personnalisée. Elle permettra de prévenir en identifiant dans une population donnée ceux qui sont à risque, c'est-à-dire les patients qui sont à risque, afin de leur donner des mesures préventives qui seront beaucoup plus améliorées. Autre objectif, c'est au niveau diagnostique. Au niveau diagnostique, où chaque individu ou chaque patient sera caractérisé phénotypiquement et génotypiquement pour pouvoir disposer d'un diagnostic précis qui va permettre de personnaliser le traitement. Et tout dernier objectif, bien sûr, c'est le traitement. Il sera possible d'améliorer le pronostic des maladies à travers la mise en place de traitements ciblés et associés à la réduction des effets secondaires qui posent un réel problème pour les cliniciens. Donc, ces objectifs de la médecine personnalisée vont être mis en œuvre à travers une stratégie qui commence à la naissance jusqu'à l'âge adulte. Chez les enfants, à la naissance, on peut faire un génotypage pour screener tous les variants génétiques qui peuvent être d'intérêt, mais on fera également un phénotypage. En fonction du type de maladie, s'il s'agit d'une maladie qui est génétique, il sera possible de poser le diagnostic et ultérieurement de mettre en place une prise en charge adaptée. S'il s'agit de maladies complexes, comme tout ce qui est maladie cardiovasculaire ou maladies infectieuses ou les cancers, en ce moment, la médecine personnalisée s'appuiera essentiellement sur la détermination du risque. Et en fonction du risque, on identifiera la stratégie la mieux adaptée pour la personne. Donc, la médecine personnalisée va permettre, à partir de la détermination phénotypique et génotypique, de guider pour un bon traitement, de guider pour l'identification des phénotypes qui sont associés à la personne, mais également de guider pour adapter le style de vie, le choix du style de vie pour chaque individu. Cette caractérisation phénotypique et génotypique, centrée au niveau du patient, sera d'abord génotypique, où on déterminera le profil, le profil génétique de l'individu, mais également son profil transcriptomique et protéomique. Mais on déterminera également ses phénotypes. Et ces phénotypes, ou les phénotypes qui sont les plus souvent pris en compte, ce sont les tests sanguins, l'examen physique à travers la consultation, l'auscultation, les données d'imagerie médicale, l'histoire médicale et l'histoire familiale, ainsi que le mode de vie. Donc, toutes ces données-là vont permettre d'asseoir une médecine personnalisée. Et nous voyons que plusieurs paramètres interviennent, ce qui rend complexe cette caractérisation de chaque personne. Mais ce qui montre également que les données qui vont être générées seront des données extrêmement nombreuses et qu'il faut pouvoir disposer de stratégies pour pouvoir les stocker, les gérer et les analyser. Ce qui amène le terme de santé numérique dont on parle assez souvent. Au cœur de cette caractérisation se trouvent les données génomiques. En fonction des spécialités, donc nous généticiens, nous allons nous intéresser au génotypage. Comment
est-ce que cette génotypage, comment est-ce que ce génotypage va être mis en œuvre? Les données génomiques de chaque individu à travers la médecine personnalisée sera déterminée soit par séquençage sanguin quand on veut faire, par exemple, certaines identifications de variants génétiques ciblés sur des gènes d'intérêt, ou bien par séquençage de nouvelle génération qui peut faire du target sequencing, un séquençage ciblé, mais également un séquençage d'exome ou alors un séquençage de génome. Et ces données génomiques, pour pouvoir être utilisées, doivent être comparées à un génome de référence. Et le génome de référence qui est actuellement disponible, qui est utilisé par les généticiens, c'est le GRCH38, qui a été déterminé, qui a été publié en 2003 et qui représente la séquence complète du génome humain, mais qui majoritairement est représenté par les Caucasiens. Ce qui peut poser un problème pour des populations qui n'ont pas ce fond génétique caucasien. Parmi les enjeux également, c'est l'accès aux bases de données génomiques. Il y a actuellement une multitude de bases de données génomiques qui sont accessibles à travers le net. Mais il y en a d'autres également qui regroupent des génomes, mais qui sont difficiles d'accès. La base de données la plus accessible, c'est Genome AD, ou Genome Aggregation Database, qui regroupe un certain nombre de génomes et d'exomes et qui permet de disposer des fréquences des variants génétiques qui peuvent être d'intérêt dans telle ou telle maladie. Les populations qui sont représentées dans ces bases de données, nous faisons un focus dans le groupe africain-américain, qui sont sous-représentés. Si on regarde ici, au niveau de la base ESP, au niveau de la base d'agrégation des exomes, au niveau de la base d'agrégation des génomes également, ils sont très peu représentés, et en particulier les populations africaines. D'où l'intérêt de combler ce gap, donc d'augmenter la représentativité des populations africaines dans ces bases de données génomiques qui sont disponibles. Comme les Africains sont sous-représentés, la question qui se pose, est-ce qu'on peut utiliser le génome de référence qui est actuellement disponible pour pouvoir étudier les populations africaines? C'est une question qui est toujours en suspense et auquel certainement les chercheurs vont répondre très bientôt. En tout cas, des prémices de réponse ont montré que les populations africaines ont une très grande diversité génétique qui se retrouve à l'échelle continentale à travers les différents pays. Des diversités génétiques est associée à une diversité culturelle. Mais des études récentes ont également montré que la diversité génétique est également à l'échelle nationale. Dans un même pays, on peut trouver des populations qui sont génétiquement divergentes. Les données qui sont disponibles à travers le consortium H4Africa ces données-là ont montré qu'il y a environ 3000 variants génétiques dans ce nucléotype nouveaux que l'on retrouve dans le génome africain comparé à la séquence de référence. Et l'initiative de la mise en place d'un génome de référence panafricain a montré que ce génome de référence panafricain contient environ 10% plus d'ADN que la séquence de référence du génome humain. Donc, d'où l'intérêt de mettre en place des études génomiques à l'échelle africaine, mais également à l'échelle de chaque pays en Afrique. Ceci pour asseoir une médecine personnalisée qui puisse être efficace pour une meilleure prise en charge médicale des populations. Ce qui se passait avant, la prise en charge médicale, elle utilisait la même thérapie pour tout le monde, ce qui pouvait être à l'origine d'effets divergents qui vont être observés en fonction de la réactivité de chacun. Avec la médecine personnalisée, les thérapies seront individuelles, ce qui permettra d'améliorer les effets. Un autre
impact de la médecine personnalisée, c'est la possibilité de pouvoir faire de la pharmacogénomie, c'est-à-dire d'adapter le traitement en fonction du génome, soit au niveau somatique, comme par exemple ici, en tenant compte du génome tumoral, on peut prédire l'efficacité d'un traitement sur une tumeur. Ou s'il s'agit de maladies génétiques, en ce moment-là, on peut prédire, par exemple, la toxicité du traitement. Tout ceci pour que la variabilité des individus à un traitement puisse être identifiée, ce qui permettra de mettre en place une thérapie ciblée, de prédire l'efficacité thérapeutique, d'ajuster les doses des médicaments de façon individualisée et de réduire les effets secondaires. La médecine personnalisée aura également un impact pour la médecine prédictive ou préventive. Il sera possible de prédire pour chaque individu, après avoir séquencé son génome, de savoir quelles sont les maladies pour lesquelles elle est prédisposée, que ce soit des maladies transmissibles, non transmissibles ou les maladies héréditaires. Et en connaissant son statut génétique, il sera possible donc d'adapter la prise en charge de chacun. Et autre impact de la médecine personnalisée, c'est l'amélioration du diagnostic dans les maladies génétiques, en particulier les maladies rares. L'identification de l'anomalie moléculaire dans ces maladies rares est associée aux variants génétiques, disons, actionnables, c'est-à-dire qui pourraient être identifiés comme pathogènes ou pas. Et donc, il est important de pouvoir identifier ces variants pathogènes. La séquence de référence qui est utilisée pour les populations africaines, qui est la séquence GRCH38, ne permet pas d'identifier de façon précise ces variants pathogènes. Donc, de dire qu'un variant est pathogénique ou bénin, ce qui donc pose un problème actuellement dans le diagnostic de ces maladies. Les variants de signification non connue, qu'on appelle VUS également, variant of unknown significance, pose également un problème dans l'identification des variants génétiques afin de pouvoir développer de nouvelles thérapies et des thérapies géniques pour ces différentes maladies héréditaires. La médecine génomique, donc, a beaucoup d'impact sur la prise en charge des médicaments, d'où l'intérêt de la mettre en place. Et ceci, disons, à travers le monde, dans tous les pays. Il y a des initiatives qui sont en cours dans différents pays. Juste 2 exemples que nous allons citer. Le plan France Médecine Génomique, qui a été mis en place en 2016 et qui, normalement, se termine en 2025, en tout cas, qui va poser les jalons. Et je pense que c'est déjà fait, on peut dire. Et le projet Genomics England en 2012, qui a actuellement séquencé plus de 100 000 génomes. Donc, plusieurs plans de médecine génomique sont en cours, mais on voit que l'Afrique est très peu, en tout cas, l'Afrique n'est pas encore impliquée dans ce plan. Je ne vais pas m'aventurer davantage sur l'état des lieux en Afrique. Le docteur Badara Cissé reviendra tout à l'heure, mais on peut citer des initiatives en Tunisie, en Égypte, au Nigeria et en Afrique du Sud. Donc, il est important que chaque pays puisse se mettre à cette médecine personnalisée et dans les meilleurs délais. D'où, dans les perspectives, cette initiative qui est portée par l'Académie africaine des sciences, mais également l'Union africaine, et qui est en train de travailler sur un cadre pour l'implémentation de la médecine génomique pour une santé publique en Afrique, et qui va permettre donc à chaque pays de mettre tout ce qu'il faut en place pour que cette médecine personnalisée puisse être une réalité dans ces pays. Des recommandations ont été émises. Parmi ces recommandations, nous avons juste en cité quelques-unes.
le développement de bases de données qui vont permettre de stocker toutes les données cliniques, par exemple, des patients. Ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est à partir de ces données cliniques qu'il sera possible d'identifier des phénotypes particuliers qui pourraient être utilisés pour mettre en place une médecine personnalisée. Il faudrait également établir dans chaque pays des ressources de génotypage. Les ressources de génotypage, c'est-à-dire les plateformes de séquençage de nouvelle génération qui vont permettre donc de faire ce séquençage-là, de génotyper chaque patient. Au Sénégal, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis en place à travers la plateforme de génotypage de l'Université Cheikh Anta Diop, la plateforme de séquençage nouvelle génération de l'Université Cheikh Anta Diop et celle de l'IRSF, mais également de l'Institut Pasteur de Dakar. Et pour finir, troisième recommandation que dont nous allons parler, c'est l'établissement de protocoles pour la gestion des données. Gestion des données cliniques, phénotypage, gestion des échantillons, la biobanque, mais également gestion des données génomiques. Il faut mettre en place toute une organisation qui va permettre de sécuriser ces données-là. Et des efforts doivent être mis en place dès le début de l'implémentation. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important de saluer cette initiative de permettre l'Union européenne-Afrique qui va permettre donc de poser les jalons pour que tout ce qui est gouvernance, aspect éthique concernant la médecine de précision puisse être mis en place. Les perspectives au Sénégal, c'est un projet qui a été initié il n'y a pas longtemps sur la médecine, qui s'appelle Sén'Génome et qui a pour objet d'étudier la diversité génétique des populations sénégalaises. Elle envisage de recruter, cette étude envisage de recruter 1000 patients dans les 14 régions administratives, dans 114 villages et quartiers et en ciblant les 12 groupes ethnolinguistiques majoritaires, ce qui va permettre, après le génotypage, où on envisage de faire un génotypage en utilisant des puces et un génotypage par séquençage de génome entier, ce qui permettra d'établir un génome de référence et d'initier la médecine génomique au Sénégal. Donc, il y a des avancées qui sont en cours et nous espérons qu'à travers ce projet PERMET, il sera possible de faire de la médecine génomique une réalité dans tous les pays africains. Dans tous les cas, il faudra une collaboration qui va se faire de façon nationale entre tous ceux qui sont impliqués dans le domaine, mais également une collaboration internationale pour que cette médecine personnalisée puisse être une réalité. Il faudra encourager les projets de recherche transnationaux, mais également multidisciplinaires. Il faudra soutenir les synergies entre les universités, l'industrie et l'hôpital. L'industrie est un élément clé parce que c'est eux qui vont développer les nouvelles stratégies. Il faut également favoriser le partage des données et surmonter tous les défis qui sont liés. Et enfin, il faut stimuler la coopération internationale, ce qui permettra d'identifier les besoins, les barrières, les intérêts communs entre les différentes régions. Donc, tout ceci va permettre d'améliorer la prise en charge des patients, qui est l'objectif de tous ceux qui sont impliqués dans la gestion des problèmes de santé des populations. Nous vous remercions de votre attention. Patrice, votre micro est fermé. Voilà, pardon, je parlais effectivement micro fermé. Voilà, je voulais vous remercier infiniment, professeur Diallo, pour cette présentation très large et qui a bien introduit le sujet et qui est extrêmement stimulante pour la suite de ce que nous allons entendre et nos conversations.
Donc, j'ai plus le programme sous les yeux, Badara. Oui, on a une vidéo de 3 minutes seulement avant que je fasse ma présentation. D'accord. Eh bien, merci pour la vidéo. Et cette vidéo, c'est une vidéo du consortium EU Africa Permed, et elle est en anglais, sous-titrée aussi en anglais, mais nos traducteurs nous fournissent une traduction simultanée en français. Donc, ceux qui veulent une traduction peuvent aller dans le box interprétation et traduction et cliquer français. À vous, Iba. Iba, son, s'il te plaît. Okay, the sound, Iba, please. Iba, si c'est pas prêt, je peux faire ma présentation et Iba, Health challenges require changes in the way health research and innovation is performed. Africa carries the highest burden of both infectious and non-communicable diseases on Earth, and at the same time hosts the greatest genetic diversity within its populations. Therefore, the contribution of Africa in the global research agenda is essential. Personalized medicine incorporates different kinds of health and lifestyle data, including genomics data, to allow tailor-made medical solutions for individuals or groups of individuals. This includes mettre en place des solutions médicales centrées sur l'individu more accurate et des disease stratégies diagnosis pour for détection individual précoce treatment des choices, maladies et des improving risques health outcomes and de façon reducing beaucoup plus adverse effects. Personalized medicine is not disease specific. par la réduction Africa is de la already incorporating médecine personalized medicine strategies, basée sur for la example, for maladie. sickle cell anemia. Des stratégies Pilot incluent approaches par are showing the exemple reduction of disease des burden maladies through telles que investment in infrastructure and l'anémie, comprehensive care programs. The EU-Africa PAMED project strengthens the collaboration between Africa and Europe in renforce la personalized collaboration medicine entre research l'Afrique et and l'Europe integrates African dans la stakeholders. The médecine International personnalisée, Consortium for intègre Personalized les Medicine. parties prenantes 13 africaines partners from dans le Africa and consortium Europe are international working sur together la to map the médecine scientific and personnalisée. policy landscape 13 in Africa partenaires d'Afrique to identify et l'Europe challenges travaillent and ensemble dans ce opportunities, domaine to pour define identifier areas les of mutual défis research et les interest opportunités Africa and Europe, pour to améliorer la carry out recherche training and capacity en building Afrique et en activities, Europe to par interact la with already formation, le existing renforcement des initiatives. capacités Together, we et will pour bring l'interaction personalized des medicine to the next level. EU-Africa PAMED will set the stage faire together le pas with vers African l'avenir de stakeholders la to facilitate médecine collaboration personnalisée, and to identify, en vue de foster faciliter la and promote collaboration, opportunities for d'identifier cooperation et between promouvoir Africa les and opportunités Europe de to coopération allow entre healthy l'Afrique et lives l'Europe for all en at vue all d'améliorer ages. la santé Personalized medicine is a à tous mean les to place âges. resources where La they médecine matter. personnalisée a des applications diverses. merci Iba. Thank you very much, Iba. À moi de faire ma Before présentation, giving de my présenter la presentation, cartographie I would like to introduce the mapping de la médecine personnalisée. of the personalized medicine. Excusez-moi. I'm sorry. I want to show the mapping of personalized medicine in Africa before getting started. Iba, Iba, Oui, Dr. Badara. tu peux me mettre ma présentation, s'il te plaît? would you please display my Okay, presentation? Vous l'avez? Have you got it? But
Iba? Iba, Oui, oui, Dr. Badara, je suis en train de la mettre. yes, Oui, I'm displaying it right now. OK, merci Iba. Thank you, Iba. Alors donc, So j'ai l'honneur donc de vous présenter I une am honored cartographie de to la give you médecine a mapping personnalisée of the personalized en Afrique et medicine surtout en in Afrique Africa, subsaharienne. particularly in sub-Saharan Africa. Alors, ce sera une présentation. This Next slide, presentation, Iba. next slide. Question. Alors, donc, ce sera une So présentation this relativement courte, presentation will organize it as a little, rather présentant short, le contexte, telling you about the context, la cartographie politique et the scientifique, political and scientific la médecine mapping of personnalisée, the personalized medicine in Africa, la distribution des the publications distribution of dans le domaine publications on à travers le personalized continent, medicine in throughout Africa, les opportunités qui the s'offrent pour le développement opportunities de la médecine for the personnalisée development of dans notre continent. personalized medicine on our continent, Et enfin, je terminerai par and quelques the enseignements et des major recommandations. lessons and Next slide. recommendations. Next slide. Alors, donc, le contexte, selon The la Banque context mondiale, is Oui, la il fortification doit de la pas traduire en mortalité même temps que toi. coûte the World près Bank 800 milliards de has dollars led to a en loss perte of de productivité, $800 in ce qui est énorme. productivity, which is Donc, il huge. y a donc cette nécessité de trouver des moyens It's now alternatifs necessary to find Voilà, je vais changer ça, alternative alors. pour réduire cette means morbidité. to reduce the morbidity. Non, non, on entend de là. Et la médecine personnalité, And C'est personalized comment son nom, ça? médecine Et- cassée, pas boucassée. Je la traduis en médecine anglais, monsieur. And personalized et la medicine médecine personnalisée a été identifiée comme un has moyen been pour réduire cette charge de morbidité et donc avoir un coût moindre en perte de productivité. Next slide. Next slide, Eva, s'il te plaît. Donc, la médecine personnalisée est jusqu'à présent pas autant connue qu'elle aurait dû être. Si dans les autres continents, particulièrement en Europe, aux États-Unis et en Asie, la médecine personnalisée est bien connue et se développe convenablement, en Afrique, nous sommes encore à la traîne. Même si, comme vous l'avez vu avec le professeur Rokhaya Ndiaye Diallo, nous avons des experts de haut niveau qui travaillent avec leur équipe, mais peut-être un peu trop en solo. Donc, nous avons à travailler ensemble. L'Afrique du Nord et surtout l'Afrique du Sud, comme je vais vous le montrer un peu plus tard, font des efforts, sont à un niveau très appréciable. Et je dois même vous dire que l'Afrique du Sud a été cooptée le mois dernier dans le grand réseau de médecine personnalisée d'Europe. Donc, pour dire que, voilà, ils font des pas de géants. Heureusement, comme ça a été dit un peu plus tôt, l'Académie africaine des sciences, l'Union africaine, le NEPAD, le DTCP, il y a beaucoup d'organismes, d'organisations qui travaillent pour la levée de fonds, pour réorienter des ressources pour améliorer la santé publique dans le continent et booster un peu la médecine personnalisée. Et comme ça a été dit tantôt, pour mieux adapter la prévention, le diagnostic, le traitement des maladies et même des maladies infectieuses. Next slide, Iba. Docteur Badara, une minute juste, je change l'affichage. Oui. Next slide, s'il te plaît. Voilà. Alors, donc, après la présentation du professeur Diallo, vous comprenez pourquoi la médecine personnalisée est appelée par certains la nouvelle médecine, ou la médecine de précision, ou parfois la médecine des omiques,
la génomique, la métagénomique, la culturomics, etc. Mais la définition ou l'appellation que moi je préfère le plus, la médecine personnalisée, c'est la médecine du futur. C'est la médecine du futur et il faut qu'on se prépare. Et l'avance, encore une fois, que les pays développés ont sur nous est trop grande. Il y a plusieurs équipes engagées dans la médecine personnalisée. Même ici au Sénégal, il y a plusieurs équipes. Professeur Diallo, il n'y a pas que l'université et l'Institut Pasteur. Il y a l'IRSF aussi qui a un labo de génomique et qui commence à faire des pas de géant. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Mais vous avez parlé aussi des résultats du projet H3 Africa. Et vous voyez ce mapping de quelques grandes institutions à travers le continent il y a les Maliens aussi, il y a les Maliens qui travaillent le Nigeria, qui travaillent qui ont des labos très développés. Mais ce développement est limité par le manque d'infrastructures et d'équipements de qualité. C'est effarant le manque d'investissement qu'il y a pour développer des infrastructures et surtout des équipements de qualité. Et on sait que ces équipements coûtent cher. Il y a la rareté des personnes, de spécialistes qualifiés. Et je parle par exemple de bioinformaticiens. Et dans 2 semaines, l'IRSF organise un atelier international en génomique, en bioinformatique. Et nous attendons une 50aine de participants, qu'ils soient facilitateurs ou participants, mais venant des 5 continents. Il est important aussi d'avoir que les équipes soient gérées par des personnes qualifiées avec une grande expérience, et cela manque. La collaboration, nous devons faire en Afrique des efforts pour mieux travailler ensemble à l'intérieur même d'un même pays et dans le continent. Les collaborations dirigées vers le nord sont souvent privilégiées par rapport aux collaborations locales que j'appelle domestiques ou les collaborations entre 2 pays africains. Enfin, les organes de réglementation et les comités éthiques, les organes de réglementation pharmaceutique et les comités éthiques aussi doivent se mettre à niveau. Et ce séminaire, ce webinaire que nous organisons participe à mettre à niveau ces membres des comités éthiques et des organes de régulation. Suivant. Alors, voyez, notre consortium a pu diviser en 5 niveaux le niveau d'aptitude de préparation à cette nouvelle médecine. Et vous voyez que l'Afrique du Sud et l'Égypte sont classés les plus développés. Et les critères de développement, c'est la gouvernance de la recherche, la disponibilité de finances, la disponibilité de ressources et la qualité de la collaboration nationale et internationale. Alors, donc, le Sénégal est au niveau 3, en milieu de peloton, mais je pense honnêtement que cette carte date d'à peu près 1 année. Les efforts qui ont été faits ces derniers mois, sincèrement, devraient classer le Sénégal en 2e position. Et en tout cas, pour cette carte, le Sénégal est en 3e position avec le Botswana, le Burkina, l'Éthiopie, la Gambie, le Malawi et la Zambie. Et vous voyez que les premiers, c'est Vehihai, c'est l'Afrique du Sud et l'Égypte. En dehors de l'Égypte, professeur Debré vous le dira certainement dans les discussions, le Maghreb est généralement assez fort. Et ils travaillent en groupe, ils ont un réseau fort, et c'est ce réseau-là que nous, Afrique de l'Ouest et du Centre, que nous devons, dans les meilleurs délais, constituer et commencer à travailler ensemble. Suivant. Alors, en termes de publication, vous voyez que, encore une fois, l'Afrique du Sud et l'Égypte sont les 2 pays
qui ont plus de 1147 publications. L'Afrique de l'Ouest et surtout la bande sud-saharienne, et c'est cette bande-là qui est le plus à la traîne. Et voilà, si vous verrez pour le Sénégal est un tout petit peu à la traîne aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien qu'à l'IRSF, ces 12 derniers mois, nous avons eu 12 publications. 12 publications sur la médecine personnalisée, en génomique, etc. Et il y a des efforts qui sont faits. La Gambie, avec beaucoup de surprises, 76%. Et la Gambie, depuis 5-6 ans, héberge une faculté de l'Université de Londres, implantée au MRC. Et c'est ce qui booste certainement les résultats de la Gambie, qui est bien devant le Sénégal avec 43 publications. Alors, suivant, diapo. Donc, 10 diapo, suivant. Donc, il y a eu quand même pas mal de publications de l'IRSF dans Nature, dans Science, etc., des publications de qualité par notre jeune équipe de génomique, moins d'âge à peine 30 ans. Et je pense que cette équipe qui a été la première au Sénégal à séquencer chaque fois qu'un nouveau variant du SARS-CoV entrait dans le pays. Suivant. Voilà, donc quels sont les constats? Quelques constats. Il y a encore un très grand écart entre nos pays et les pays du Nord. Il y a aussi cette nécessité de caractériser le génome humain dans les meilleurs délais, essayer de mieux travailler ensemble, mettre nos faibles moyens ensemble et pour un meilleur développement de la médecine personnalisée. Nécessité de faire connaître ce concept de médecine personnalisée aux décideurs, aux politiques, aux décideurs politiques, et je dirais même à la communauté pour une meilleure appropriation. Et il est important aussi, last but not least, que la médecine personnalisée soit intégrée dans les programmes verticaux du système de santé de nos pays, dans les ministères de la Santé, bien entendu. Alors, il y a des opportunités qui s'offrent à nous. Le vacuum est tel que s'investir dans cette médecine personnalité en s'appuyant surtout sur l'existant. Il y a tellement de choses à faire que peut-être que c'est le bon moment pour vraiment impulser cette dynamique. Ipso facto, des données génomiques sur les populations africaines seront générées. Il y aura donc la collaboration dynamique et pouvoir mettre en place des collaborations de haut niveau. Il faut bien entendu puiser sur les compétences locales, mais un voyage récent, une visite récente à Marseille dans le laboratoire du professeur Didier Raoul m'a permis personnellement de noter que beaucoup de jeunes Africains sont implantés en Europe, de spécialistes, et restent là-bas parce qu'ils ne rentrent pas en Afrique, parce que aucune plateforme, il y a très peu de plateformes capables de les accueillir, et en plus le salaire qu'on leur proposerait serait en deçà de la normale. Alors donc on pourrait s'appuyer sur cette diaspora et avoir un projet commun de faire venir ces jeunes africains. Rien qu'au Sénégal, il y a un pool de Sénégalais chez Didier Raoul. Il y a une dizaine de post-docs qui travaillent là-bas et qui n'ont qu'un avec un seul souhait, rentrer chez eux si la situation le permet. Donc l'éducation citoyenne, ce que j'appelle l'éducation citoyenne, c'est
que journalistes, que le citoyen lambda, que tout le monde sache que la médecine de demain, la médecine du futur, c'est la médecine personnalisée. Suivant, j'ai presque fini. Suivant. Alors, donc, quelques recommandations. Soutenir la recherche. Il faut soutenir la recherche. Il faut un renforcement des capacités. Il faut améliorer le cadre éthique et réglementaire. Beaucoup d'efforts, en tout cas pour le Sénégal, sont faits en cela, et avec surtout une impulsion du Dr Samba Korsa, secrétaire permanent du comité éthique. Et il faut aussi beaucoup de sensibilisation pour que la médecine personnalisée puisse se développer. Suivant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Merci, Badara. Je pense que nous allons passer à la présentation suivante, qui est celle du professeur Jean-Baptiste Mazarati, qui va nous parler du Rwanda, qui va nous parler donc de l'approche des comités d'éthique et de régulation. Professeur Mazarati, à vous. Merci beaucoup, professeur Pratis. Merci, Badara, de m'avoir invité à donner cette présentation. C'est un honneur pour moi de vous donner une perspective africaine sur l'éthique et régulation de la médecine personnalisée. Pour obéir au protocole, je suis le chairperson de Rwanda National Ethics Committee. Et je suis intéressé par la biologie moléculaire et la génétique moléculaire. J'ai un doctorat en biologie du cancer. C'est vraiment une passion pour moi, personnelle et professionnelle, de parler de la médecine personnalisée. J'ai travaillé et suis intéressé par les signaux moléculaires président au processus métastatique des cancers. Et récemment, je me suis impliqué dans une collaboration avec un startup américain avec l'objectif de produire de nouvelles lignées cellulaires et constituer un grand biobank rwandais. Et notre objectif est d'user de l'intelligence artificielle et de prédire la croissance de la lignée cellulaire sur 10 à 20 générations et générer un cocktail de traitement qui puisse tuer le cancer à chaque phase de son développement. Chaque lignée cellulaire, bien sûr, sera bancable dans son profil génotypique et phénotypique, aussi bien dans son état courant que changeant. Nous disons que chaque lignée cellulaire reproduira le profil de la maladie du patient donneur à différentes phases de sa maladie. Évidemment, le miracle de la médecine personnalisée est que ce qui aurait pu se savoir dans des années ou dans des prochaines années sera connu d'office dans les tout débuts du développement de la maladie. Et avec la médecine personnalisée, la vie sauve est à la portée de la main. Évidemment, c'est une entreprise qui va sans investissement, mais c'est aussi une entreprise qui va avec beaucoup de revenus. Et nous prévoyons que sur 4 ans, par exemple, nous aurons produit de 3 lignées cellulaires en 2023 à 33 lignées cellulaires en 2026. Si on prédit que nous allons vendre chaque lignée cellulaire à $500 000 américains, vous voyez bien que nous allons passer de l'année prochaine à 1 500 000 de revenus à 16 500 000 dans 4 ans. Donc, l'entreprise de médecine professionnelle personnalisée, non seulement c'est une médecine qui exige beaucoup d'investissement, beaucoup de financement, mais c'est aussi une entreprise qui donne beaucoup de revenus. Et cela, effectivement, quand on en parle,
on se demande ce que ça va être quand on va juger de façon régulière cette entreprise. Jean-Baptiste, Oui. Jean-Baptiste, excusez-moi de vous interrompre, mais on est toujours à la diapo 1, hein? Ah bon? Oui, oui. Oh, pardon, puisque chez moi, ça change. Excusez-moi, Monsieur Nous sommes Jean-Baptiste, toujours, parce je que pense qu'il faut arrêter le partage et partager la partie qui nous sommes s'affiche toujours... carrément, pas sur l'autre partie. Ah, comment? Donc, vous devez vous mettre en mode diapo. à moins que Est-ce que je peux stopper de partager? Vous partagez ma présentation? Parce exactement, que exactement. Merci de partager. Merci de partager sa présentation. Jean-Baptiste, je vais vous demander peut-être, nous pouvons vous demander peut-être de reprendre parce que votre présentation est courte mais très intéressante. Voilà, si vous pouvez recommencer, ce sera vraiment très helpful. Voilà. À vous. Merci beaucoup. Je disais que la médecine personnalisée est une passion personnelle et professionnelle. Et effectivement, je voulais avoir un angle sur lequel je devais présenter cette présentation. Et je me suis dit que j'allais vous partager une expérience dans laquelle je suis engagé pour le moment. Car en tant que biologiste moléculaire intéressé par la biologie du cancer et la génétique du cancer, j'ai travaillé et suis intéressé par les signaux moléculaires présents au processus métastatique des cancers. Et récemment, je suis impliqué dans une collaboration avec un startup américain avec l'objectif de produire de nouvelles lignées cellulaires et constituer une grande biobanque rwandais. Et nous allons effectivement user de l'intelligence artificielle pour prédire la croissance de la lignée cellulaire sur 10 en 20 générations et générer un cocktail de traitement qui puisse tuer le cancer à chaque phase de son développement. Next. Next. Chaque lignée cellulaire sera bancable, comme disait le professeur Rokaya, dans son profil génotypique et phénotypique, aussi bien dans son état courant que changeant. Et chaque lignée cellulaire nous reproduira le profil de la maladie du patient donneur à différentes phases de sa maladie. C'est pour cela qu'on peut, pas inventer, mais faire un cocktail de traitement qui puisse réellement générer un impact sur le cancer du patient. Et le miracle, effectivement, de la médecine personnalisée, c'est que ce qui aurait pu se savoir dans les années prochaines ou dans plusieurs années sera connu dans le tout début du développement de la maladie. Ainsi, le clinicien, le médecin et l'hôpital pourront agir sur la maladie du patient à temps. Avec donc la médecine personnalisée, la vie sauve est à portée de la main. Next. L'entreprise de la médecine personnalisée est une entreprise très rentable. Dans notre projet, si nous faisons des projets sur 4 ans, de l'année prochaine à l'année 2026, si nous produisons 3 lignées cellulaires en 2023 l'année prochaine et en les vendant chacune à $500,000, nous allons produire dans 4 ans au moins 10 fois plus de lignées cellulaires que nous aurons commencé au début. Et nos revenus vont effectivement croître presque 10 fois, $2,500,000 à $16,500,000. Donc, la médecine personnalisée, next, la médecine personnalisée, c'est une médecine qui augure un bon investissement et un bon retour sur les investisseurs. Maintenant, c'est la clé même de ce que sera le débat éthique et la régulation de la médecine personnalisée
car on voit que la médecine personnalisée, ce n'est pas seulement une aubaine médicale, mais c'est aussi une aubaine financière. Je donne ici un exemple de ce qu'on appelle la lignée cellulaire HeLa cells. Les HeLa cells, c'est une lignée cellulaire qui a été collectée sur Madame Henrietta Lacks, une mère afro-américaine en 1951. Elle avait un cancer de l'utérus et elle est morte dans la même année. Mais depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ces cellules sont en train d'être vendues dans différents laboratoires et des expériences sont en train d'être faites sur ces cellules. L'image qui est donnée de ces cellules, des cellules d'Henrietta Lacks, des HeLa cells, montre par exemple en bleu la corrélation de l'ADN, en rouge la corrélation du vermentine et en vert la corrélation de l'actine. C'est déjà beau à voir, mais c'est aussi pour vous montrer comment en immunofluorescence, nous pouvons exactement agir de façon personnalisée à différentes parties du corps humain et en bénéficier cliniquement, mais aussi en bénéficier financièrement. Next. Donc, une médecine personnalisée est une médecine à sa perfection. C'est un grand investissement, mais c'est aussi un haut risque. C'est une pratique à grand saut, mais ce sera demain une grande politique et un grand défi pour l'éthique. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pourrons faire en comité d'éthique devant ce défi? Je vous propose ici une perspective africaine qui ne puise pas sur l'impératif catégorique de Kant, qui ne puise pas sur une théorie éthique qui est hors de la portée de l'Africain, mais une perspective africaine sur la médecine personnalisée qui est fondée sur l'éthique africaine de la vie. Et ici, je veux qu'on comprenne la vie comme un tout. Elle est individuelle, car elle est reçue par tout être humain. Elle est commune, par le décours de la même source commune. Elle croît, elle décroît. Elle est centrée sur la personne humaine parce qu'elle est reçue et transmise. Elle n'est pas sujette à la mort, mais la mort lui soumet au changement de conditions. Je voudrais bien qu'on comprenne la vie comme un Africain la comprend dans sa vie quotidienne. Next. Et cette éthique de la vie, de l'africaine de la vie, elle est centrée sur la personne humaine, sa vie et ses intérêts. Je donne une citation de Laurent Magessa, un théologien tanzanien, qui nous dit dans un de ses livres que toutes les forces vitales, c'est-à-dire toute la création, sont créées pour servir et stimuler la force vitale de la personne humaine. Je veux bien que notre jugement d'éthique, notre jugement moral, soit inspiré par cette conception africaine de la vie qui va nous essayer d'apprécier les intérêts de la médecine personnalisée, mais aussi de défier les extras de la médecine personnalisée. Pour que demain, quand nous aurons à définir les policies qui sont relatives à la médecine personnalisée, nous ayons déjà un fondement culturel, spirituel, religieux, africain, qui mettent à la fois le cosmos, l'homme et Dieu au centre pour juger des bienfaits de la technologie et de la science. Next. Mais si l'éthique africaine de la vie est centrée sur la personne humaine et ses intérêts, elle ne prend pas la personne humaine comme une fin en soi. L'homme, la personne humaine, n'a pas le dernier mot. Il n'est pas le dernier mot. Il n'est pas le maître. Il est tout simplement l'ami et le bénéficiaire. Next. Les pouvoirs de vie vont au-delà de l'homme pour atteindre Dieu, qui est l'autorité ultime à qui la responsabilité humaine reporte. Dans tous nos jugements éthiques, dans tous nos jugements moraux, nous devons concevoir que ce que nous protégeons de la personne humaine, c'est ce qui est sacré en lui et ce qui est proche du divin. C'est pour cela que toute responsabilité de l'action humaine devra reporter nécessairement à ce qui est divin
parce que nous sommes tous, que nous le croyons ou non, porteurs d'une création peut-être humaine, mais plus encore divine. Next. C'est que l'éthique de la vie africaine est centrée sur la communauté. Évidemment, la mystique africaine de la vie implique ces deux impératifs. C'est que nous sommes universellement tous liés, blancs, noirs, asiatiques. Je ne sais pas comment dire, nous sommes tous liés dans ce que les Anglais appellent one bondedness, et où nous sommes aussi liés par nos communautés. Le docteur Mbiti disait que la nationalité africaine, ce n'est pas une nationalité cartésienne qui dit cogito ergo sum, mais la singularité de l'éthique africaine, c'est que mon être dépend de l'être de l'autre. Je suis parce que nous sommes. Dans ce que nous jugeons de l'éthique, nous devons pouvoir toujours être fondés dans ce que nous croyons, et la vie de l'autre est aussi importante que ma vie. C'est aussi l'impératif de la communauté, qui est la base ultime de la valeur et le chemin vers la pratique morale. Je peux bien penser agir moralement, mais ce que pense ma communauté constitue la partie de ce que je considère comme mien. Je suis aussi à eux. Next. C'est pour cela que c'est sous la lumière de l'éthique africaine de la vie, la médecine personnalisée sera jugée dans sa façon, 1, de promouvoir la vie et ses forces vitales, de promouvoir la communauté et ses intérêts, de respecter la primauté de la personne humaine. Quand nous érigeons dans ce que l'Occident nous offre dans sa philosophie, comme l'autonomie, la bénéficence, la maléficence, le respect de la personne, tout ça, nous pouvons aussi le voir et le faire prévaloir dans ce que nous concevons comme vie et ses forces vitales, comme communauté et ses intérêts, et comme primauté de la personne humaine. J'espère bien que cela seront des piliers pour ceux qui font de la régulation en Afrique et de l'éthique en Afrique, un événement spécial pour accueillir à grand cœur la médecine personnalisée, mais aussi pour l'accueillir avec aisance et jugement et jugeote pour que demain, nous puissions définir pour nos gouvernements et nos peuples et nos communautés quelque chose qui augure une bonne aisance et une bonne éthique et une bonne régulation sans sentiment. Merci, Mourakoze. Voilà, back to you, Dr. Cissé. Très bien. Tout le monde entend? Oui. Voilà, mais donc nous pourrions peut-être avoir, Badara, avant de nous séparer, quelques points s'il y a des questions peut-être de la salle, ou je pense que très globalement, ces trois exposés, 4 d'ailleurs qui se suivaient, ont été une magnifique introduction d'une part à ce qu'était la médecine personnalisée et l'importance que ça a, on le voit, pour le traitement des patients. Nous avons vu ensuite les problèmes, je veux dire, de l'état de la question plutôt en Afrique et principalement en Afrique sous-saharienne, comme le développait très très bien Badara, et enfin les problèmes éthiques et réglementaires. Je pense que c'est une magnifique entrée en matière pour les discussions que nous allons avoir et que nous poursuivrons dans le futur. Est-ce qu'il y a de la part de l'audience des questions particulières? Oui, professeur. On a dans le chat, il y a eu quelques discussions, mais auparavant, je voudrais souligner que nous sommes déjà à 15 minutes nous avons
dépasser l'heure prévue de 15 minutes et peut-être que prendre une ou deux questions. Mais auparavant, on me signale que ce serait bien si chacun pouvait allumer sa vidéo pour que nous prenions une photo de famille pour cette première expérience. Est-ce que c'est possible? Et tout juste après cette photo de famille, je donnerai la parole au docteur Louis Penali, un Sénégalo-Ivoirien, comme je le dis toujours, et qui gère le comité éthique de la Côte d'Ivoire. La photo de famille, est-ce que vous pourriez peut-être, il y a 53 connexions, donc, est-ce qu'on peut avoir une photo de famille, que chacun allume sa vidéo? OK, vous répondez d'abord aux questions parce que je viens de partager les questions et quelques commentaires. Oui, en attendant, peut-être on peut laisser le docteur Louis Penali prendre la parole, intervenir comme il le souhaite. À vous. Après, je vous donnerai une ou deux questions du chat avant qu'on ne clôture d'ici 10 minutes, 5-10 minutes au plus tard la réunion. Merci, docteur Penali. Oui, merci infiniment, mon très cher ami, docteur Badara Cissé, et merci de m'accueillir toujours au Sénégal. Je me sens ivoiro-sénégalais en effet. Alors, moi, je suis, comme a dit Badara, je suis le président du Comité national d'éthique de la Côte d'Ivoire. Nous avons un consortium, enfin un groupe, un réseau en Afrique de l'Ouest, mais aussi qui regroupe quelques pays d'Afrique centrale. Je pense que ce sujet sur la médecine personnalisée est extrêmement important pour les comités d'éthique et on gagnerait davantage à s'y imprégner. En ce qui me concerne, je suis biologiste de formation, j'ai fait pas mal de génétique aussi, même si je suis parasitologue à la base, mais c'est la première fois que je... Est-ce que tu... Je peux continuer, terminer? Je peux? Allez-y, allez-y. Alors, ce que je voulais tout simplement dire, je pense qu'il aurait été intéressant vraiment d'inviter des comités nationaux d'éthique en Afrique pour s'imprégner un peu du concept de médecine personnalisée, voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Dans toutes les présentations, il a été question il a été recommandé de mettre à niveau les comités d'éthique par rapport à ce sujet-là. J'avoue que moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je pense que c'est la même chose pour la plupart de mes collègues. En dehors de Sama Korsa, une connaissance suffisante de la médecine personnalisée, même si elle n'est pas encore actuelle en Afrique, il faut qu'on s'y mette parce qu'elle va apporter beaucoup à l'Afrique, peut-être plus à l'Afrique qu'au reste du monde. Alors, moi, je suggère tout simplement que dans votre consortium, vous incluiez non seulement davantage de pays africains, mais aussi de groupes professionnels, j'allais dire de groupes d'intérêt tels que les comités d'éthique, les organes des agents de régulation pharmaceutique en Afrique qui ne sont pas au fait encore de la médecine personnalisée. Alors, je ne sais pas quelle stratégie vous pourriez avoir, vous qui êtes les initiateurs de ces consortiums, pour que l'Afrique puisse adhérer davantage. En tout cas, merci infiniment de cette initiative. Professeur Penali, je crois que vous parlez d'or. Et c'est exactement un peu le but de ce premier meeting, on va dire, qui tourne autour d'éthique et régulation. Je pense que Badara Ciss va chercher à joindre les comités d'éthique de manière effectivement à pouvoir uniformiser tout cet ensemble à la fois éthique et réglementaire. Je pense que vous avez 1000 fois raison, mais c'était tout à fait dans nos intentions et en tout cas, je dirais que c'était un point de départ aujourd'hui. Merci infiniment, professeur Debré. Et soyez sûr que nous serons extrêmement vigilants là-dessus. Merci beaucoup. Professeur Debré, je dois aussi signaler qu'à Dakar, en tout cas au Sénégal, cette même demande est faite avec beaucoup d'insistance. Peut-être, professeur Rokhaya Ndiaye Diallo, vous avez quelque chose à dire, parce que professeur Ndiaye Diallo, à la limite, ne comprend pas pourquoi la porte est fermée avec un consortium aussi important
à beaucoup d'équipes africaines. Alors, je lui ai dit que non, la porte n'est pas fermée. Ma réponse, non, la porte n'est pas fermée. Oui, je vous laisse peut-être intervenir. Professeur Diallo, peut-être que vous avez, pour ne pas être plus royaliste que le roi, ce que vous, toute la teneur de nos discussions. Merci, Dr. Cissé. Bon, c'est vrai que ce sont des interrogations que nous sommes posées en nous disant que la médecine personnalisée, elle implique, comme nous l'avons vu tout à l'heure, la caractérisation génétique des populations. Et donc, il est important que dans un consortium de médecine personnalisée, que les généticiens puissent également être représentés. C'est vrai que c'est un consortium, je pense, financé par l'Union européenne, donc il y a eu un appel à candidature et qui, peut-être à l'époque, nous n'étions pas au courant. C'est ce qui a expliqué le fait que certaines institutions n'ont pas été représentées. Mais je pense que, comme il l'a dit, la porte n'est pas fermée. Hein. C'est sûr qu'il y aura d'autres institutions. Oui, professeur Diallo, il faut que vous avez tout à fait raison. En réalité, tout est en train de se construire. Donc, c'est le moment justement à la fois de disséminer et de communiquer et de voir comment du mieux possible on peut structurer les choses, soit au niveau du pays, le Sénégal dont vous parlez, mais également au niveau bien sûr régional. Donc, ceci était un premier meeting, je dirais, de sensibilisation, très tourné vers la partie éthique, vous la comprenez, et c'est pourquoi moi j'ai parfaitement retenu l'idée de regrouper ou de communiquer entre les comités d'éthique, mais bien entendu, on va s'adresser après et on essaiera de voir ensemble comment mettre toutes les équipes. Ne vous inquiétez pas, tout est en marche et soyez sûrs, c'est un problème de communication, vous avez compris, qui est toujours compliqué, non seulement dans les pays, mais dans les régions, et pas seulement en Afrique de l'Ouest, elle est partout en Afrique. Voilà, donc ce premier meeting était vraiment un meeting de sensibilisation. Et on viendra nécessairement vers vous, bien entendu, avec Badara Cissé et le professeur Souleymane Bouk en chef de file. Oui, merci beaucoup. Voilà, Badara, je pense qu'il va falloir que nous, si j'ai bien compris, que nous arrêtions. Est-ce que tout est prêt pour la photo de famille? Excusez-moi, mais il y a quelques questions que je viens de partager. Je ne sais pas si vous allez répondre. On ne la voit pas. C'est la question sur les prérequis pour l'utilisation, c'est ça? Vous ne voyez pas le partage? Bon, il y a deux questions. Moi, je vois une question sur les prérequis pour l'utilisation de la médecine personnalisée en Afrique, vu les difficultés de nos systèmes de santé. Est-ce que c'est cette question-là? Oui, c'est une question de Dr Nafi, mais il y a une question un peu en haut. Quelle est la pertinence? Attendez, quelle est la pertinence au vu de la population grandissante? C'est ça la question? Là, je termine une visioconférence. Oui. C'est cette question-là? Ça figure, M. Debré, vous avez parfaitement raison. Merci pour ensuite, c'est la question qui vient. Quelle est la pertinence de la médecine personnalisée en Afrique en termes de portée générale, etc. Deuxième, voilà, comme écoutez, rappelé par le docteur Cissé, il est important d'adopter le cadre juridique et réglementaire. Ensuite, docteur Nafi vient en bas et s'adresse. Merci, professeur Rokhaya, pour cette présentation. Quels sont les prérequis pour l'utilisation de cette médecine en Afrique, vu les difficultés de nos systèmes? Cette question est extrêmement importante et touche au cœur du problème. Je crois, si vous voulez, qu'il y a d'un côté des études de recherche qui vont se faire au niveau génomique et populationnel, mais de l'autre, le but est d'être utile aux patients et de favoriser ce qu'on appelle la transition, si vous voulez, la recherche translationnelle pour que ça soit applicable aux patients. Au fond, la médecine personnalisée, c'est comme ça que je l'explique partout, c'est l'étude des biomarqueurs qui vont vous permettre de traiter à titre individuel des patients plutôt que de donner des médicaments voyez, très généraux sans bien connaître les effets secondaires. Et pour ça, eh bien, c'est l'utilisation de toute une série de biomarqueurs, dont avant tout les marqueurs génomiques, mais pas seulement.
pour la drépanocytose, ce n'est pas forcément des marqueurs génomiques. Vous voyez, donc, il y a toute une série de marqueurs et c'est clair que la discussion qu'il va falloir que nous ayons, qu'on ne peut pas avoir maintenant comme ça si rapidement, il va falloir, si vous voulez diffuser et communiquer autour, c'est toute la discussion de l'introduction de cette médecine dans les systèmes de santé. C'est là où, à mon avis, ce que dit le docteur Nafi est important, dans les systèmes de santé tels qu'ils existent en Afrique. Mais je crois que Badara avait centré aujourd'hui, en quelque sorte, ce meeting autour de l'aspect réglementaire et éthique, qui est un autre point, bien sûr, hein, mais qui rejoint à travers l'éthique. C'est une médecine qui doit être une médecine basée sur tous, mais pour tous les individus à titre individuel. Voilà, merci professeur Debré. Deux dernières annonces avant que nous clôturions, que peut-être que Marie-Josée ou vous-même clôturiez. La première annonce, c'est que nous voulons organiser ces réunions-là chaque mois, disons la dernière semaine de chaque mois. Et comme vous l'avez dit, nous avons centré cette première réunion autour de la formation des comités éthiques, des membres de comités éthiques et d'agences de régulation. Nous sommes à votre écoute de propositions de tout le monde, pour les thématiques de la seconde réunion. Nous devons d'ici une semaine prendre une décision. Donc, à vos idées, à vos suggestions, pour qui devra présenter, moi, je pense déjà que demander pour la prochaine session, écouter un peu les bailleurs de fonds et de TCP, l'Union européenne, etc. Mais peut-être que par courtoisie, il faudra leur donner au moins 2 mois pour qu'ils aient le temps de venir à nous, vu leur agenda chargé. Donc, pour le mois d'octobre, nous sommes à vos écoutes d'ici une semaine pour prendre rapidement une décision. La deuxième annonce, c'est que l'IRSF organise les 12 et 13 décembre prochains la première réunion ouest-africaine, de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, sur la médecine personnalisée. Un stakeholder meeting, une région régionale donc, qui va regrouper l'Afrique de l'Ouest. Ceux qui pourront faire le déplacement seront les bienvenus. Je pense que le professeur Patrice Debré lui-même sera parmi nous, spécialement pour ces 2 jours de réflexion. Et s'il y a d'autres, docteur Penali, si vous pouvez faire le déplacement, ce sera à notre pur bonheur. Et donc, avec plaisir. Voilà, et nous partagerons, les concepts notes sont déjà prêts, nous partagerons les concepts notes au plus tard, fin de semaine prochaine. Donc, et nous aurons cette réunion. La réunion est-africaine s'est tenue déjà le mois dernier et nous étions à Nairobi. Et maintenant, à nous, à l'IRSF, de préparer cette réunion pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et encore une fois, si vous pouvez noter dans vos agendas, ce sera les 12 et 13 décembre de cette année à Dakar. Merci, c'est les 2 annonces que je voulais faire. Merci. Maria? Merci beaucoup, Dr Badara. Maintenant, pour le photo de groupe, vous pouvez activer votre cam et je vais prendre le soin de capturer. Oui. Pour la photo de groupe? Iba, peux-tu changer ton balayage, s'il te plaît? Pour la photo de groupe. Pardon? La photo de groupe, tu as toutes les photos, tu as? Oui, je suis en mode full. Donc, je suis en train de faire des captures là. D'accord. Il y en a qui n'ont pas activé leur caméra, donc bon.
OK. C'est bon, Iba? Oui, c'est bon, docteur Badara. Merci beaucoup. Professeur Debré, Maria, à vous de clôturer la séance. Et merci à tout le monde au nom de l'IRSF. Et merci à toi, merci surtout à ceux qui nous ont assistés à préparer ce meeting. Et je parle pratiquement de notre jeune Haïti, Ibrahim Sow. Et merci aussi aux 2 interprètes traducteurs. Voilà. Pour une première expérience, on peut être satisfait. Absolument. Alors, quelques mots de mon côté. D'abord, je voudrais remercier, bien sûr, Badara Sif et tous les organisateurs, remercier aussi les orateurs et le public. Je pense que c'était un premier meeting ensemble. Badara nous a rappelé les 2 séries de rendez-vous, des rendez-vous mensuels d'un côté, qui vont être relativement thématisés, on va dire, et un rendez-vous plus général les 12 et 13 décembre prochains. Moi, je pense et nous pensons avec Badara que c'est un sujet absolument crucial et c'est un tournant dans la pratique médicale du futur, principalement dans toutes les régions du monde, mais là, nous parlons de l'Afrique. Nous allons réfléchir ensemble à l'adapter au système de santé, à voir également ce qui pourrait être fait en collaboration avec l'Europe et quelque part profiter de ce programme qui est un programme commun pour essayer de faire avancer la médecine pour la santé des populations. Voilà, de mon côté, je pense que c'était une parfaite entrée en matière et important que nous rencontrions. Je crois qu'il faut que chacun d'entre vous soyez les ambassadeurs de cette nouvelle médecine et veniez à nos prochaines rencontres. Je ne sais pas si Badara, si Maria-Josée est avec nous encore. Non, je pense qu'elle est partie. Bon, alors peut-être c'est à toi le mot de la fin, bien entendu. Encore une fois, remercier Marie-Josée d'abord parce que quand bien même étant actuellement à l'hôpital, elle a tenu à participer au début et présenter aussi les excuses du professeur Suleiman Bouk qui est en ce moment dans un avion et remercier les orateurs. Vous remerciez, vous, professeur Patrice Debré. Peut-être les participants ne réalisent pas tous les efforts que vous êtes en train de faire pour que l'Afrique de l'Ouest et du Centre se hisse au niveau de l'Afrique du Sud, se hisse au niveau des pays du Maghreb. Vous consentez beaucoup d'efforts et je pense que si on a organisé cette réunion, c'est parce que vous avez été derrière à pousser pour que nous parlions un peu plus efficacement, disons. Encore une fois, merci à tout le monde. C'était un pur bonheur pour nous à l'IRSF d'organiser cette réunion. Nous sommes entièrement satisfaits et pensons que cette satisfaction est partagée. Et encore une fois, toutes nos excuses, nous avions prévu 1 heure et nous avons eu 42 minutes de plus et vous avez tenu à accepter sans baisser la garde parce que toujours il y a eu plus de 50 ordinateurs connectés à chaque moment et ce qui est magnifique. Encore une fois, merci à vous, merci au professeur Debré, merci aux présentateurs, merci aux traducteurs et voilà, à la prochaine session au mois d'octobre. Et n'oubliez pas de partager des suggestions sur les thématiques. Merci à vous. Jërëjëf. À très bientôt. À bientôt. Merci. Bye. Merci beaucoup. À très bientôt. Jërëjëf. Merci beaucoup. Jërëjëf.